Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans mon podcast pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je discute avec Marine Gokura, une interprète franco-japonaise qui se spécialise dans le domaine du sport. Dans cette interview, Marine nous parle de son expérience extraordinaire aux Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe japonaise d'escrime. Elle nous parle aussi plus généralement de son parcours et de sa conception du métier d'interprète dans le domaine sportif. Bien sûr, comme c'est une conversation entre deux Français de langue maternelle, par moments, la discussion est un peu rapide. Alors, pour vous aider à mieux comprendre, j'ai préparé la transcription pour cette interview que vous pourrez trouver sur mon site internet frenchbyear.com. Voilà, c'est tout pour tout de suite et maintenant donc on écoute l'interview. Bonjour Marine. Bonjour Pierre-Marie. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette discussion dans mon podcast. Je vous en prie. J'avais envie de commencer cette discussion en rentrant directement dans le vif du sujet. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez entre fin juillet et mi-août à Paris? Alors, c'était plutôt entre début juillet et mi-août. J'étais à Paris pour accompagner donc l'équipe d'escrime japonaise pour les Jeux Olympiques de 2024. Ça s'est plutôt bien passé, je crois, les Jeux Olympiques pour l'équipe japonaise d'escrime. Alors, ces JO ont été extraordinaires pour toute l'équipe, toute la fédération d'escrime japonaise. Mhm. Et au total, on a été la première nation parmi toutes les nations qui ont participé. D'accord. Donc, on a rapporté le plus de médailles au Japon. Dans un sport historiquement français et en France en plus. Oui. Et en plus, on a battu plusieurs équipes françaises Ah, ok. pour avoir ces médailles. Et ça a été un exploit. Donc, il y a 3 armes pour l'escrime. Donc, il y a le fleuret, le sabre et l'épée. D'accord. Et pour toutes les armes, donc il y a les filles et les garçons qui tirent. Et donc par rapport à ça, donc cette fois-ci, il y a eu toutes les armes qui ont participé. Mais comme il y a des épreuves individuelles et par équipe, en fait par équipe, il y a eu pour l'individuel, toutes les armes ont participé, mais pour les équipes, il y a eu donc le fleuret homme, fleuret dame, le sabre dame et l'épée homme qui ont participé, donc 4 équipes japonaises, et on a tous ramené des médailles au Japon. D'accord. Donc pour le fleuret homme, c'était la médaille d'or par équipe. Mhm. Le fleuret dame, c'était la médaille de bronze par équipe. Le sabre dame était encore la médaille de bronze par équipe. Et l'épée homme, la médaille d'argent par équipe. Et on a ramené au total 16 médailles au Japon. Donc ça a été un vrai exploit. Et voilà. Et je fais partie de cette équipe parce que il y a au total 3 entraîneurs français. D'accord. Et donc je suis l'interprète officielle de la Fédération d'escrime japonaise. D'accord, donc vous êtes interprète, c'était ma question aussi, parce que Oui. vous avez dit toujours on a gagné des médailles. Ah oui. C'est vrai que je me suis pas présentée. Que je suis interprète de l'équipe japonaise d'escrime. Donc ça veut dire que c'est une collaboration que vous avez commencé il y a longtemps ou c'est vraiment au moment des Jeux Olympiques? Alors j'ai commencé donc le premier entraîneur français qui s'appelle Franck Boisdin est arrivé au Japon il y a 8 ans, en 2017. Donc après, pas juste après, mais donc c'était après les Jeux Olympiques de Rio. D'accord. Donc il a été entraîneur dans l'équipe du Japon. Et moi-même, j'ai commencé en 2018 à être donc son interprète. Donc là, ça fait un peu moins de 7 ans que je suis interprète de l'équipe du Fleuret Dame. Donc, puisque Franck Boisdin était entraîneur du Fleuret Dame.
Ensuite, après les Jeux Olympiques de Tokyo, il y a eu 2 nouveaux entraîneurs, donc Erwan Lepéchou, qui est entraîneur du fleuret homme, et Jérôme Gutt, qui est l'entraîneur du sabre de dames et hommes. D'accord. Donc voilà, Donc votre travail a triplé alors finalement. oui. Pour, pour être tout à fait honnête, mon travail a triplé. Mais bien sûr, comme je suis la seule interprète de l'équipe, je peux pas me tripler non plus C'est ça, parce bien sûr. que l'escrime a beaucoup de compétitions internationales dans l'année. Et donc, les destinations sont toutes différentes, que ce soit pour les filles ou les garçons. Mhm. Ce qui fait que je peux pas être présente à tous les week-ends pour toutes les armes, parce que de temps en temps, il y a des compétitions les mêmes week-ends. Mais c'est vrai que j'ai eu mes 6 ans, ou on va dire mes 7 ans, ont été vraiment très intenses. Parce que je pense que plus de la moitié de l'année, je n'étais pas au Japon. J'ai D'accord. vraiment accompagné chaque équipe sur place pour les compétitions. Et puis dans la vie au quotidien, j'ai suivi toutes les équipes sauf l'épée. Parce qu'à l'épée, en fait, c'était un coach, il y avait 2 coachs ukrainiens. Que bon, je parle pas cette langue. Donc, après, je pense que ça fait assez quand même D'accord. de Ok. s'occuper de 4 équipes. Donc, je m'occupais du sabre et du fleuret, dames et hommes, mais surtout du fleuret. Et ce qui fait que, voilà, pour les Jeux Olympiques de Paris, j'ai été présente à partir du pré-stage olympique qui s'est déroulé à Bourg-la-Reine. C'est Mhm. pour ça qu'on était là depuis début juillet. D'accord. Et donc, on a passé 3 semaines intenses pour pouvoir ensuite attaquer les épreuves D'accord. individuelles, puis par équipe. D'accord. Donc effectivement, c'est pas seulement le jour de la compétition, mais c'est la préparation avant, Oui, les événements, et puis peut-être aussi tout au long de l'année, pendant les entraînements normaux, entre guillemets. oui, au quotidien, j'étais là aussi, j'étais partout. D'accord. Donc j'imagine que c'était une super expérience à Paris. En plus, le lieu de compétition était assez sympathique, n'est-ce pas? Oui, au Grand Palais, c'était magnifique. Je ne sais pas si vous y étiez allé ou si vous avez regardé des images. Je suis allé au Grand Palais déjà, parce que j'ai habité à Paris longtemps, mais pas dans le cadre d'une compétition sportive, non? Mais c'était très spécial en tout cas, c'était très joli. Le soir, il faisait comme s'il y avait des, je sais pas comment pouvoir décrire le plafond, mais en fait, il mettait des lumières. Ça faisait comme si on était sous des étoiles et tout. Enfin, c'était vraiment magnifique. Ah, d'accord, un cadre magnifique, ok. Voilà. Et alors, pendant la compétition, Mhm. votre travail, c'est quoi exactement? Parce que je me demandais, pendant les matchs, est-ce que l'entraîneur est autorisé à communiquer avec ses joueurs pendant le match? Euh, Comment ça se passe? vous m'avez posé une bonne question. Alors, je dois vous dire que le jour, bon, en fait, je vous explique. L'escrime, donc, est un sport où l'entraîneur a le droit d'être dans la boxe. On appelle ça la coach box. Et il y a un entraîneur pour l'épreuve individuelle. Donc, il y a un entraîneur pour un athlète. Ensuite, pour l'épreuve par équipe, il y a 2 entraîneurs pour l'équipe. Donc, pour les 4 qui tirent. Et quand j'ai débuté ma carrière d'interprète sportive, j'ai pu être dans la boxe. D'accord. Donc il y avait l'entraîneur plus l'interprète. Ensuite, il s'est passé des choses que euh, Les règlements ont changé, peut-être, ce n'est plus autorisé? en fait, il n'y avait pas vraiment de règlement pour l'interprète. Donc en fait, c'était toléré, soi-disant, parce qu'il y avait d'autres nations qui avaient des interprètes. Mais ensuite, donc à un moment, ils ont commencé à être beaucoup plus stricts pendant la période du Covid, Hmm. parce qu'ils se sont dit il y avait trop de gens dans la boxe, et donc pour éviter qu'il y ait trop de gens, je n'avais plus accès donc dans la boxe. Donc soit j'étais juste à côté, parce qu'en général pendant les compétitions d'escrime, il y a la salle n'est pas si grande que ça, et qu'en fait on peut se mettre juste à côté de la barrière pour pouvoir parler. Donc en général, pendant ces 6 ans, j'ai vraiment été à côté en train de crier
voilà, en train de dire ce que le coach coachait. D'accord, ok. Et par contre, le jour des JO, donc les règles étaient vraiment très strictes. En plus, le Grand Palais était immense. Et puis, en fait, c'est un cadre vraiment spécial. Donc, il y a n'importe qui ne peut pas avoir accès sur le plateau principal. Hmm. Ce qui fait que je n'ai pas pu être, je n'ai pas pu être présente sur le plateau. Par contre, à chaque fois, j'étais présente pour chaque meeting avant chaque épreuve, chaque match. Donc en fait, j'étais avec toute l'équipe, avec tous les membres de l'équipe, sauf pendant l'épreuve. Sauf pendant l'épreuve, mais C'est encore ça. une fois, spécialement pour les JO, que normalement, dans d'autres épreuves, vous pouvez aussi faire ce travail d'interprète pendant le match. Voilà, mais de moins en moins parce que je pouvais pas être dans la boxe. Mhm. Mais par contre, j'étais plutôt à côté, donc en plus tous les arbitres me connaissaient et tout, donc même si je traduisais à côté, ils disaient rien du tout. Mais le jour des JO, c'était vraiment un cadre spécial. Donc, je n'ai pas pu aider le jour même pendant le match, mais avant le matin même, quand le coach avait besoin de parler avec les athlètes, ou après chaque match pour faire un débrief, ou pour parler du match suivant, de l'adversaire et tout, j'étais présente à l'arrière. Et alors, à la base, est-ce que vous aviez une connaissance de ce sport, des termes techniques, etc.? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. J'ai jamais. Bon, je connaissais ce sport, bien sûr. Hmm. Bon, je pense qu'il est vraiment connu en France. Et par contre, je connaissais pas vraiment bien les règles. Et surtout, je savais pas qu'il y avait trois armes. Je savais pas que les règles étaient différentes selon les armes. Mhm. Et c'est vraiment un sport que j'ai découvert avec le Florida, donc l'équipe des filles. Et donc j'ai appris. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était que comme les termes étaient en français, j'avais pas beaucoup de surprises. Et ce qui fait que pour moi, bien sûr, il y a quand même des concepts qui sont pas évidents Mhm. au fleuret. Et ce qui fait que bon, j'ai dû apprendre. Et puis c'est vraiment les filles. Et puis donc Franck Boisdin qui m'a appris ce sport. D'accord. Est-ce que vous avez pratiqué aussi un peu pour comprendre encore un peu mieux? Euh, un tout petit peu, D'accord. mais c'était juste pour s'amuser et c'était pas du tout sérieux. C'est juste pour un peu savoir, euh, pour mieux approfondir mes connaissances. Mais vraiment, je suis vraiment l'interprète du groupe. Je suis ni arbitre, ni coach, Hmm. ni entraîneur physique ou quel que soit. Je suis juste tout simplement interprète. Alors, tout simplement interprète, c'est peut-être une exagération parce que je suis pas sûr que ce soit simple. Euh, Il n'y a pas seulement la question de traduire des mots ou des instructions, mais surtout dans un contexte comme ça, sportif, de haut niveau, j'imagine qu'il y a beaucoup d'intensité. Quand les coachs font passer des messages, ils vont faire passer aussi des émotions, de la motivation, des choses comme ça. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez aussi de relayer dans votre traduction, c'est-à-dire le côté, on va dire, émotionnel au sens large? Ou au contraire, c'est plutôt juste, je me concentre sur l'aspect langue et je reste assez neutre. Mm. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qui se décide au cas par cas avec l'entraîneur? Euh, je suis complètement interprète caméléon, Caméléon, d'accord, ok. c'est-à-dire vraiment je me transpose dans la personne et en fait je traduis directement toutes ces émotions. Donc en fait je me concentre. Au départ, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai essayé de traduire vraiment mot à mot, vraiment. Mais en fait, comme vous le connaissez, le japonais et le français est vraiment deux langues qui est complètement différentes. En plus, la culture est différente. Hmm. Donc, de temps en temps, en fait, quand je traduisais trop directement, les choses ne passaient pas. Enfin, Hmm. c'est-à-dire, quand par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons qu'il y a un athlète qui se sent pas bien et et que quand il y a un coach étranger qui lui dit alors comment ça va, est-ce que tout se passe bien? En général, dans la culture japonaise, les athlètes ont tendance à ne pas montrer leurs faiblesses, ce qui Hmm. fait qu'ils ont tendance à dire oui, tout se passe bien. Mais après, c'est vrai que maintenant, les entraîneurs, dans le regard, ils arrivent à comprendre quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai. Mais en fait, si je traduisais tel quel, enfin, c'est-à-dire comme un robot,
Hmm. je pense que la personne ne comprendrait pas. Donc exprès, je mettais un laps je mettais, enfin, comment dire ça? Ou par exemple, au Japon, les Japonais ne disent pas non tout de suite. Oui, ça j'ai remarqué. Donc en fait, ils détournent un peu. Chotto muzukashi. Voilà, Ouais. voilà, à chaque fois, ils détournent un peu le sujet. Mais de temps en temps, quand ça prend beaucoup de temps, bien sûr, je traduis tel quel, mais je dis, bref, mais ça veut dire non. D'accord, ok. Voilà, j'explique. Soit je Hmm. rajoute des explications, ou soit, par exemple, j'essaye dans mes mots que j'utilise, j'essaye d'expliquer qu'en fait, c'est pas tout à fait, il faut pas le prendre directement au premier degré. Ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, là, c'est presque limite un rôle de médiateur ou d'ambassadeur entre deux cultures finalement, parce que oui, c'est très différent. C'est ça. Et puis aussi à l'inverse, parce que de temps en temps, quand par exemple en français, quand on parle, on dit les choses directement. Hmm. Mais de temps en temps, ça peut choquer quelqu'un, même en général, ou ça peut même genre blesser quelqu'un, alors que c'est pas du tout voulu. Donc dans ce cas, même de temps en temps, il y a des athlètes en général, les Français quand ils parlent, ils ont pas beaucoup d'expression de visage, par exemple. Donc en fait, quand l'athlète regarde son entraîneur et dit est-ce qu'il est énervé par hasard? Il me parle neutrement, mais est-ce qu'il est énervé par hasard? Donc, il me pose des questions. Donc en fait, à chaque fois, je rajoute des explications ou dans le ton de ma voix, j'essaie de faire comprendre qu'il n'est pas énervé ou que tout se passe bien, mais qu'il a besoin d'expliquer certaines choses. Donc en fait, je suis complètement caméléone. Donc même le jour des JO, bah, après j'essaie d'être zen quand par exemple je vois qu'il y a un athlète qui parle ou je sais pas quelqu'un qui parle en pleurant, Hmm. je vais pas commencer à pleurer en traduisant. Ça, je peux pas le faire. Mais Bien c'est sûr. vrai que plusieurs fois, comme ça faisait longtemps, on fonde quand même, je pense, une grande famille. Plusieurs fois, j'ai été touchée dans les mots parce que je suis tout le monde euh, tous les jours, pas peut-être pas tous les jours, mais bon. Mais ce qui fait que moi-même, je suis vraiment touchée par tout ce qui est énervement ou tristesse ou Hmm. toute émotion possible. Quand la tête est surprise, je peux être très surprise aussi en même temps. Mais j'essaie pas de me montrer, mais j'essaie vraiment de montrer ce que les gens éprouvent autour de moi. Et Hmm. puis, donc je suis vraiment interprète caméléon. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout le dit, enfin, il y a le dit et le non-dit, et le C'est non-dit, ça. Après, au Japon, il y a l'expression que kiyoyomu. Moi, je traduis ça lire dans l'air. ouais, c'est ça, ouais. Et puis je dis ah là il faut lire dans l'air, là il faut rentrer ou là il faut rien dire. Alors, est-ce que si une partie de votre travail, c'est non pas dans la traduction, mais peut-être dans les briefings que vous avez séparément avec les entraîneurs, euh, d'expliquer un peu ça? Oui, bien sûr. Ouais. Chaque fois et puis même de temps en temps ils me demandent il y a certaines réactions qu'ils comprennent pas des japonais Hmm. et puis je suis sans cesse en train d'expliquer. Hmm. Ouais, d'accord, c'est vraiment très intéressant parce que, en plus, c'était une question que j'avais notée, mais là, en plus, c'était les Jeux Olympiques, donc je me dis quand même, les Jeux Olympiques, le sport de haut niveau, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'enjeux, les sentiments peuvent être violents, les réactions peuvent être violentes. Est-ce que vous avez ressenti cette pression particulière dans votre travail? Alors je pense que c'était vraiment le pic des émotions au moment des Jeux Olympiques, Ouais. au moment de la préparation surtout. Hmm. Et puis c'est normal, mais en fait les Jeux Olympiques c'est tellement spécial comme événement. C'est le plus grand événement sportif qui se déroule tous les 4 ans. Donc il y a une énorme pression qui retombe sur les épaules des athlètes, mais aussi des entraîneurs, Hmm. et puis du staff, et puis même, on peut se dire, je pense même jusqu'au pays en fait. Donc il y a eu toutes sortes d'émotions, que ce soit négatives ou positives, mais c'est vrai que c'était moi-même en général. Enfin, j'ai jamais vraiment. J'ai été un peu surdépassée par toutes ces émotions à un moment. Hmm. Et puis même à un moment, moi aussi,
j'ai besoin qu'on m'écoute. Oui, c'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un métier où on est beaucoup à l'écoute des gens. Hmm, Et puis moi, dans mon caractère, je suis quelqu'un de très pipelette plutôt. d'accord. Mais comme j'étais vraiment beaucoup, mais beaucoup trop à l'écoute, donc à un moment, j'ai été surdépassée par tout ça. Mais en fait, on forme vraiment une équipe. Je soutiens vraiment les athlètes et les entraîneurs, mais c'est vrai que eux aussi me soutiennent beaucoup. C'est bien ça. Donc, mais voilà, on a surmonté tout ça, mais après, ça a été tellement beau comme résultat. Donc, Alors c'est vrai que dans le pays, ça a fait un peu de bruit et j'en ai pris conscience hier. C'est une anecdote, mais j'étais chez le dentiste et il commence à me parler des Jeux Olympiques. ouais. Donc hier, je lui dis demain, Hein. j'interviewe la personne qui a fait la traduction pour l'équipe d'escrime. Et, Oh, oh là là, dites-lui merci, omedeto, oh, c'est etc. gentil. Donc tout le monde était à fond, je pense. Ouais. Hmm. Ben, en fait, on n'était pas trop au courant de ce bruit qu'il y a eu au Japon. Hmm. Mais c'est vrai qu'après après chaque médaille, quand les coachs étaient interviewés, il y avait les journalistes qui étaient enfin, il y avait eu peut-être une cinquantaine de journalistes à chaque fois qui venaient nous voir en disant ah là là, c'est le fencing fever au Japon actuellement, tout le monde parle de l'escrime et c'est vrai que en fait la première médaille qui a été faite c'était par le fleuret dames et ce jour-là en fait le judo n'a pas fait de médaille. Et en fait, ça a été genre publié mais partout parce que c'était la seule médaille japonaise du jour. Hmm. Et après coup, on m'avait expliqué que en fait ça joue beaucoup. Même si par exemple on fait médaille, mais que le jour même il y a un athlète beaucoup plus célèbre qui fait médaille. En fait, on va plus parler de cet athlète que de l'autre sport. Donc en fait, je pense que c'est ça qui a fait le déclic. Et ensuite, tous les jours, on a commencé à faire médaille. Et donc, je pense que Hmm. les gens ont commencé à suivre les épreuves. Puis c'est vrai que moi aussi, j'ai eu beaucoup de retours D'accord. de la part de gens même que je connaissais pas du tout. C'était vraiment gentil. Et alors, donc là, vous continuez ce travail avec la fédération d'escrime? Oui, mais en fait, je vous ai dit que je suivais l'équipe toute l'année, mais c'est vrai que je suis pas interprète à plein temps. Hmm. C'est-à-dire, je m'occupe aussi de d'autres sports. Et mais après, c'est vraiment avec l'escrime que je suis. Comment expliquer ça? Non, mais je comprends. Je pense que c'est votre activité principale en tant qu'interprète. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez peut-être des missions plus courtes. Oui, c'est ça, vraiment ponctuel. Hmm. En fait, je m'occupe de l'escrime, mais pour les autres disciplines, c'est vraiment ponctuellement, que ce soit pour des compétitions internationales qui se déroulent au Japon, ou pour rapport, ou soit je m'occupe aussi de toute réservation pour les sports automobiles. D'accord. Donc, euh, donc là, c'est le côté vraiment administratif. Donc je suis pas du tout en contact avec les athlètes ou les équipes. Donc soit je peux être très proche des équipes, soit je suis vraiment le côté de backstaff, mais je suis toujours interprète. J'imagine que l'aspect, la partie où vous êtes proche des équipes est le plus intéressant. C'est vrai. C'est pour ça que ça fait 7 ans que je faisais ce métier. Je peux pas vous mentir que c'est vraiment très excitant. Peut-être le plus fatigant émotionnellement, mais le plus intéressant. Oui, le plus intéressant. Non, mais après, je vous assure que les gens dans le monde de l'escrime, enfin, vraiment dans l'équipe japonaise, tout le monde c'est vraiment des bonnes personnes qui m'entourent. Donc ça, en plus on voit les athlètes progresser tous les jours au quotidien. Et puis après, je vous mens pas, mais l'équipe n'était pas forte avant. Ils faisaient des résultats de temps en temps, mais après c'était pas du tout régulier comme résultat. Et là, tous les ans, que ce soit les garçons ou les filles, ou que ce soit le fleuret, le sabre ou l'épée, en fait, on fait que des bons résultats. Et c'est vrai que c'est très passionnant de suivre ces équipes-là, de les aider. Et puis, c'est très fatigant parce que ça m'a triplé le travail. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très passionnant et puis les gens sont aussi sont de bonnes personnes.
Pourquoi est-ce que, pour parler plus largement et sortir un peu de l'escrime Mm. et parler de votre carrière, pourquoi est-ce que vous avez choisi le sport comme spécialité dans l'interprétariat? Alors, tout d'abord, j'ai toujours aimé le sport. Hmm. Et puis, quand j'étais petite, quand j'étais en CE2, je me souviens, j'ai vu le Cirque du Soleil et j'ai vu Kidam, je me souviens très bien même de. Et puis, mon rêve était de devenir acrobate. D'accord. Mais bon, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu faire des études pour ça. Et donc j'ai eu mon baccalauréat et puis ma mère m'avait promis que après mon baccalauréat, je pouvais faire ce que je voulais. Donc jusqu'au baccalauréat, bon, j'ai fait que étudier, étudier, étudier. D'accord. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'aller dans une fac de sport japonaise et j'ai enfin débuté ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. Donc j'ai été dans un club de trampoline. Ah, d'accord. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et par contre, bon, j'étais complètement adulte, donc j'avais pas du tout, j'étais pas du tout douée. D'accord. Mais vraiment, j'ai pris plaisir pendant 4 ans à faire du trampoline. En plus, j'étais dans une fac de sport, donc maintenant j'ai même ma licence pour être professeur dans d'EPS D'accord. dans des écoles japonaises. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai décidé de mon travail que je voulais faire, au départ, j'étais pas interprète. Et au départ, je travaillais dans un club de sport au Japon. Mhm. Et en fait, jamais je voulais faire interprète. Enfin, l'interprétariat ne m'avait jamais vraiment intéressée parce que je pensais à l'époque, ça me demandait beaucoup trop de responsabilités parce qu'en fait, on traduit aucun mot, enfin, aucun sentiment à soi-même. On fait que traduire ce que la personne, enfin, ce que une tierce personne parle. Et c'est vraiment pas évident et ça demande vraiment beaucoup trop de responsabilité parce qu'il suffit que la nuance est différente pour que tout soit différent. Hmm. Donc, je prends toujours l'exemple de euh, quand on est petit, de temps en temps, on peut courir vite, mais c'est pas parce qu'on court vite que tout le monde devient athlète. Hmm. Donc, j'étais bilingue. Au baccalauréat, j'ai pris l'option internationale du japonais. Et j'ai eu l'OIB, donc OIB japonais. Et puis, j'étais déjà bilingue à 17 ans, mais j'ai D'accord. jamais voulu faire ça comme métier. Pour moi, c'était juste un plus. Et après coup, en fait, j'ai commencé à aider l'équipe nationale de trampoline qui Hmm. faisait des stages. Donc, soit des Français qui faisaient des stages au Japon, au centre national, ou soit des Japonais qui faisaient des stages en France. Et c'est de là que je commençais à vraiment, j'ai découvert ce métier d'interprète pour les sportifs. Et c'est pour ça que je me suis dit, enfin, j'ai arrêté de travailler dans ce club de sport. Et puis, je me suis dit que j'allais commencer ma carrière d'interprète pour les sportifs. J'ai annoncé à tout le monde que j'allais être interprète pour le sport, alors parce que c'est un métier qui n'existe pas. Il n'y a pas d'école ou il n'y a pas d'entreprise qui fait que on peut débuter sa carrière. Et donc, il y a puis tout de suite, j'ai découvert que l'escrime avait des entraîneurs français. J'ai découvert aussi qu'il y a d'autres disciplines en fait, parce que maintenant il y a une tendance. L'État japonais qui font beaucoup appel en fait aux entraîneurs étrangers, Hmm. et ce qui fait que voilà, il y a de plus en plus de nécessité. Peut-être dans le rugby ou des sports, hein. Mais même plus en fait, parce que Hmm. avant, oui, dans les sports populaires, soi-disant, le rugby, le football, le baseball au Japon, il y a toujours eu des interprètes, le patinage aussi, il y a toujours eu des interprètes. Mais c'est vrai que pour les autres disciplines, il n'y en avait pas. Et là, il y a une tendance, en fait, de globalisation. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et que, par exemple, jusqu'aux Jeux de Paris, il n'y avait pas que pour l'escrime, mais il y avait aussi pour l'équipe de Keirin. Mhm. Pour l'équipe de Keirin aussi, il y avait un entraîneur, enfin plusieurs entraîneurs étrangers. Pour l'aviron aussi, je crois qu'il y avait un entraîneur français. Voilà, donc il y avait plusieurs entraîneurs français. En fait.
D'accord, donc dans la délégation olympique japonaise Mhm. au JO de Paris, il y avait aussi beaucoup d'interprètes alors. Oui. D'accord, ok. Mais en fait, malheureusement, ce métier n'est pas encore très connu. Et donc, il n'y a pas trop ce poste pour interprète. En fait, l'interprète n'est pas vraiment considéré comme un métier, ce qui fait que, mais même en général, en fait, on demande de faire beaucoup plus à l'interprète, donc faire soit par exemple manager, ou soit de faire autre chose, la Hmm. comptabilité ou quelque chose. Ah, ok. Donc, il y avait des interprètes, mais ils n'étaient pas nommés interprètes, ils étaient nommés manager ou technical staff, mais ils n'étaient pas nommés comme interprètes. Donc, malheureusement, c'est pas encore un métier qui est très connu et souvent moi-même, on me pose la question, on me dit ah oui, donc en fait les athlètes ils parlent pas anglais, c'est pour ça que tu es présente et tout. Mais c'est même pas ça en fait, parce que quand par exemple un athlète demande de l'aide à un physio par exemple, on va jamais lui dire ah donc l'athlète il peut pas faire sa muscu tout seul, jamais. On va lui dire ça. Hmm, 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 En fait, hmm. c'est un métier très spécialisé, mais c'est qui est pas très reconnu encore. Parce que les gens, ils se disent, non, mais ils peuvent se débrouiller en anglais et tout. Mais en fait, bon, c'est vrai qu'au Japon, les Japonais ne parlent pas bien anglais encore. Ben, il y en a bien sûr qui parlent très bien. Mais c'est vrai que dans l'éducation, en général, les Japonais ont toujours du mal avec l'anglais. Et en plus, dans mon cas, mon entraîneur était français. Bien sûr que tous les trois entraîneurs que je vous ai nommés, ils parlent très bien anglais, mais c'est pas leur langue natale non plus. Donc, Oui. pour tout ce qui est Hmm. pour tout ce qui est réaction spontanée ou mentalité, ou pour tout ce qui est vraiment des vraies émotions, disons, c'est en français que ça ressort. D'accord. Voilà. Non, c'est intéressant parce que avant de commencer l'enregistrement, on a aussi un petit peu parlé d'intelligence artificielle et Mmh. de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la traduction et tout ça. Mmh. Mais en écoutant un peu votre Parcours. ouais, votre parcours et Mmh. puis le travail que vous faites au jour le jour dans cette équipe, je me dis bon, ça c'est pas un travail qui peut vraiment être fait par l'intelligence artificielle finalement. Et heureusement. Heureusement pour vous, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, même moi-même, Google Traduction m'aide beaucoup, par exemple. Hmm. Mais en fait, ils sont pas, enfin, Google Traduction, tout ce qui est intelligence artificielle, en fait, soi-disant tous les robots ne sont pas doués pour traduire Hmm. les émotions humaines. Donc Hmm. là, je pense que l'interprète enfin, ce métier ne va pas disparaître pour 50 ans, je pense. Ouais. Mais Et même le japonais a l'air d'être particulièrement difficile pour l'intelligence ah, d'accord. artificielle parce que je trouve que souvent les traductions, Hmm. autant entre, je sais pas, le français et l'allemand, ou le français et l'italien, ou le français et Hmm. l'anglais, c'est presque parfait quand Hmm. c'est un texte, hein, je parle de traduire un texte. Oui, Autant quand c'est français et japonais ou anglais et japonais, l'intelligence artificielle est perdue souvent par l'absence de sujet oui. dans les phrases en japonais et le sujet. Alors, il devient elle, ou on sait pas, ça devient incompréhensible en fait. Moi-même, tantôt, je suis perdue parce que quand les Japonais parlent, ils disent pas le sujet. Donc, tantôt, je sais pas s'ils parlent d'eux ou s'ils parlent d'un adversaire ou s'ils parlent d'une expérience qu'ils avaient eue auparavant. Donc, à chaque fois, je suis tout le temps en train de leur poser des questions. Attends, attends, tu parles de qui? Ou pareil. Après, c'est l'inverse aussi. Parce que, Hmm. en français aussi, on peut commencer, c'est par rapport à tous les COD, COI. En fait, Ouais. tout est inversé en japonais. Eh oui. Donc, je commence à traduire d'un sujet, mais après, il faut que je devine à quoi ça va aboutir à la fin. Hmm. Et puis, bon, après, la plupart du temps, j'arrive à deviner. Donc, en fait, je traduis vraiment dans le bon sens. Ou soit je coupe mes phrases très courtement. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pas évident. Mais j'ai l'impression que dans ce métier, contrairement peut-être à quelqu'un qui va traduire des livres, Hum, c'est pas forcément absolument nécessaire d'être un expert total en grammaire, par exemple. hum, c'est vrai. Puisque c'est quand même aussi beaucoup dans la rapidité, donc il faut juste faire passer les messages correctement, bien sûr. Hum, Il faut évidemment un niveau de base de grammaire assez fort, enfin fort sûrement, oui. mais je pense qu'il y a
c'est peut-être pas la qualité principale de l'interprète d'être un as, un crack de la grammaire. Alors moi, je suis pas du tout un crack de la grammaire. Ok, ça rassurera beaucoup de monde. Et vous avez totalement raison parce que c'est vraiment la rapidité qui compte. Et puis moi, je pense que dans ce métier, c'est vraiment la compréhension qui compte. Hmm. Donc même si on comprend très bien, euh, si par exemple on comprend pas le second degré ou quand on comprend pas vraiment les expressions, certaines expressions, en fait, on se trompe complètement. Est-ce que vous avez dit aux entraîneurs français d'éviter le second degré et l'ironie au Japon? Mais en fait, de temps en temps, alors ça c'est vraiment ma façon de faire, mais je traduis tel quel Ah, ah. parce que ça montre un peu, parce qu'en fait quand on commence à dire, quand on demande aux gens d'éviter certaines choses, après quand il faut être poli devant les personnes, voilà, Hmm. qui, les personnes Plus âgé ou le respect des... plus Ouais. Hmm. âgées ou voilà, ou qui ont un certain statut, bah, je pense que oui, il faut éviter certaines choses, mais quand on est dans la même équipe, de temps en temps, je pense que c'est bien de montrer ce côté, cette culture qui est différente aussi. Hmm, intéressant. Et puis, en plus, après, ça fait partie aussi de leur caractère. Donc, tout ce qui est ironie, c'est complètement français. Et puis, de temps en temps, c'est un peu dommage de cacher ce côté-là qui pourrait être drôle. Donc, de temps en temps, je traduis tel quel. D'accord. Et puis, ça fait rigoler les gens. Est-ce qu'il y a de temps en temps des malentendus assez drôles ou comiques ou des anecdotes? Ah, des malentendus. Bah, j'essaie de faire qu'il n'y a pas de malentendus. Donc, je pense qu'il n'y ait pas de malentendus. Mais oui, on rigole souvent. Ouais, d'accord. Ok, est-ce que on a déjà un petit peu parlé de tout ça, mais est-ce que vous voyez d'autres qualités qui sont importantes au cœur de ce métier d'interprète? Peut-être des choses dont on n'a pas encore parlé. Euh, je pense qu'il faut, pour être interprète en général, alors ça, c'est vraiment ma philosophie, mais je pense qu'il faut aimer les gens. Mhm. Il faut être intéressé par ce que les gens pensent. Mhm. C'est en fait, moi je dis, enfin souvent des journalistes, depuis ces JO, j'ai beaucoup été interviewée par des journalistes japonais, et puis souvent en fait, ce que j'ai sorti comme ça naturellement, je dis, moi je traduis pas les mots, mais je traduis des sentiments. Mhm. Je traduis des cœurs. C'est vraiment l'expression que j'ai dit. J'ai dit, kotoba o yakusu no dewa nakute, kokoro o yakushitemasu. Ah, ok, ok. Donc c'est vraiment au niveau des sentiments. Hmm. Pour moi, donc, en fait, si on se focalise juste aux mots, en fait, même les robots peuvent le faire, mais c'est beaucoup plus profond. Donc pour vraiment traduire des émotions, il faut vraiment s'intéresser à la personne. Et pour s'intéresser à la personne, il faut aimer les gens. Parce qu'en fait, si on n'aime personne, on s'intéresse pas aux gens. Oui, c'est sûr. Il Et vaut mieux. mais ça, Être- c'est ma philosophie. Après, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le faire en séparant complètement leurs propres idées aux autres. Mais moi, en général, j'aime bien. Je suis beaucoup intéressée par ce qui m'entoure. Et puis, je fais ça pas avec amour, en fait. Hmm, d'accord. Mm. Est-ce que donc vous avez, je crois, la double culture française et japonaise. Vous êtes métisse franco-japonaise, n'est-ce pas? Oui, ma mère est française et mon père est japonais. Est-ce que vous pensez que c'est un travail qui est accessible à des personnes qui sont simplement françaises ou japonaises? On a parlé de tout le sous-entendu culturel, etc. Vous êtes au cœur de ça. Oui, je suis vraiment au cœur de ça. Depuis toute petite, j'avais des amis qui étaient, enfin, j'étais d'abord dans une famille qui était complètement mixée. Et puis, mes amis aussi, j'avais des amis français et japonais. Donc, j'ai toujours fait interprète quand, par exemple, on était en groupe, quand il y avait des japonais qui parlaient pas français ou des français qui parlaient pas japonais. Et puis, enfin, j'ai toujours fait ça, mais pas pour le travail, mais c'est juste pour le plaisir. Et Est-ce que vous aimez les gens?
Oui, parce que parce que j'aime bien les gens. Mais aussi, je sais pas. Après, je pense qu'on peut être très bon en langue, mais je pense qu'il faut avoir une certaine base linguistique pour pouvoir faire interprète quand même. Mhm. Et pour comprendre ces deux cultures, je pense qu'il faut il faut comprendre le sous-entendu ou le second degré. Donc, je pense que faut avoir une certaine base linguistique. Mais après, c'est vrai qu'avec le temps, il y a des gens qui commencent à comprendre la culture. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas un bon niveau au départ hum, qu'il faut se dire que c'est pas fait pour les interprètes débutants. Je Mhm. sais pas, mais je pense qu'il faut avoir un certain niveau quand même. D'accord. Oui, bien sûr, ouais. De langue et de connaissances culturelles, bien sûr. Ouais. Mais même, t'entends, moi aussi je connais, j'ai des codes japonais que je connais pas non plus. J'apprends sur le moment. D'accord. Ouais, Moi aussi j'essaie de faire ressortir mon côté français de temps en temps. d'accord. Ok, ok, très bien. Est-ce que je pense que j'ai plus vraiment de questions? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou peut-être un mot d'encouragement pour les gens qui nous écoutent et qui apprennent le français? Ah, alors tout d'abord, euh, j'admire vraiment les personnes, les Japonais, qui apprennent le français mais dès l'âge adulte, parce Hmm. que moi c'est vrai que c'est ma langue natale en fait. Donc j'ai appris le japonais après coup. Mais j'admire vraiment les Japonais qui apprennent ça parce que moi, je pense que jamais, jamais j'aurais commencé à apprendre le français, qui est une langue vraiment très compliquée. Et puis, donc, bon courage à tous ceux qui étudient la langue française. Et je pense qu'il y a des moments qui pourraient être très, très difficiles, mais pour n'importe qui, que ce soit pour des gens qui sont complètement bilingues comme moi, ou pour des gens qui commencent à apprendre, à étudier donc cette langue-là, en fait, c'est pour la vie. Donc, l'apprentissage est pour la vie. C'est ça, on s'arrête jamais. Voilà, on s'arrête jamais. Et moi aussi, je vais toujours continuer à améliorer mes capacités linguistiques et mes Hmm. connaissances aussi donc, sur le sport. Donc, c'est vraiment bon courage à tout le monde. Et puis, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. Merci beaucoup, Marine. Et puis, ben, bonne chance pour vos prochains défis olympiques ou pas avec les différentes équipes dans lesquelles vous travaillez. Merci beaucoup. Merci Pierre-Marie. Encore merci pour votre participation. Voilà, c'est la fin de cette interview avec Marine Gokura. J'espère que cette conversation vous aura intéressé et je mettrai bien sûr sur mon site internet le lien vers le compte Instagram de Marine. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, Mata Jikai.